Demain, jeudi 21 juillet à minuit exactement, le prix des hydrocarbures connaîtra une hausse de 80 francs CFA. Le prix du litre à la pompe du supercarburant sera de 891 francs CFA, celui du gasoil 889 francs CFA. Pourquoi cette hausse? Le directeur général de l'ONAP nous répondra dans ce journal. Promouvoir la culture de Bélédougou à travers des instruments et chansons traditionnelles. L'objectif a été atteint à la 9e édition de la Nuit du Bélédougou. C'était ce samedi au pavillon des sports au stade Modibo Keïta de Bamako. Suleiman Sidibé était sur place. Nous sommes mercredi 20 juillet. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations Bamako sous les eaux. Cet après-midi, les images à la fin de ce journal. Il est prévu encore de la pluie ce soir. Nous commençons donc par la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Nina. Et c'est à vous. Oui, tout d'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires 1. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de réhabilitation de la route Sévaré-Douanza-Gao, section Sévaré-Boré. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Costain Limite pour un montant de 27 milliards 2 117 593 francs CFA hors taxes et hors douane et un délai d'exécution de 24 mois. La réalisation des travaux permettra le désenclavement intérieur et extérieur du pays tout en contribuant à la croissance économique. 2. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant allocation d'une prime spéciale Covid-19 aux agences chargées de la surveillance, de la prévention et de la prise en charge des cas de la maladie à coronavirus. Le gouvernement a, par décret numéro 2020-0407 PTRM du 31 décembre 2020, accordé au personnel en service au ministère de la Santé et du Développement social et au ministère de la Sécurité et de la Protection civile une prime spéciale Covid-19. Le présent décret est initié pour prendre en compte l'ensemble des agents chargés de la surveillance, de la prévention et de la prise en charge des cas de la maladie à coronavirus. Le projet de décret adopté permet de rétribuer l'accomplissement de prestations spéciales indispensables aux services publics de santé et de faire face aux suggestions et aux conditions particulières attachées à l'exercice de leurs fonctions. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, à savoir www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres des risques d'inondation provoqués par la déviation des eaux des collecteurs naturels suite à l'occupation anarchique des emprises. Suite aux pluies abondantes du samedi 16 juillet 2022, il a été constaté des inondations à Bamako et environ. Les informations recueillies auprès des services techniques indiquent que les eaux proviennent des collecteurs naturels, notamment le Molobaninko, le collecteur de Missabougou et le collecteur sous le pont tordu à Kalabankoura. Ces collecteurs naturels font l'objet d'occupations anarchiques par des personnes qui ont construit des clôtures et des maisons dans les servitudes des cours d'eau, déviant complètement les eaux de pluie de leur chemin naturel. Cette situation occasionne régulièrement des dégâts importants sur les routes, dans les concessions, les commerces ainsi que les équipements collectifs riverains. Le Conseil des ministres a instruit la mise en place d'une commission technique qui aura pour mission d'identifier les personnes ayant construit dans les lits des cours d'eau, de vérifier les titres de propriété des constructions, de proposer les mesures de libération des cours d'eau et de leur servitude, de proposer les aménagements éventuels nécessaires en termes d'ouvrages d'assainissement. 2. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres du démarrage du baccalauréat malien, session de juillet 2022.
Les épreuves écrites du baccalauréat et des examens des instituts de formation des maîtres session de juillet 2022 ont débuté le lundi 18 juillet sur toute l'étendue du territoire national et au camp des réfugiés de Mbera en Mauritanie. Au total, 192 442 candidats se sont inscrits au baccalauréat général, dont 150 dans le centre de Mbera en Mauritanie et 2596 au baccalauréat technique et professionnel. Ils sont répartis entre 424 centres dans toutes les académies d'enseignement sauf Taoudéni. Pour les examens des instituts de formation des maîtres, il est enregistré 13 441 candidats répartis entre 19 académies d'enseignement. Les épreuves se déroulent normalement, aucune fuite de sujet n'a été signalée. Cependant, des tentatives de fraude ont été constatées à Bamako, Sévaré, Ouelessebougou et Kenyeba. Les auteurs présumés des dites tentatives ont été appréhendés et mis à la disposition de la justice. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus et le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de la lutte contre la maladie. C'est ce qu'on pouvait donc retenir du contenu du Conseil des ministres de ce jour et nous en profitons, Nyanya, pour souhaiter bonne mission à Khadijatou Kone, appelée à de nouvelles fonctions. Ah oui, c'est vrai, le Conseil des ministres aujourd'hui. Bonne chance à Khadijatou Kone. Merci Ibrahima Traoré. Adama Terita, le marcheur venant de la Mauritanie, reçu à Koulouba. Ce patriote convaincu a effectué le trajet Nouakchott-Bamako en 45 jours en soutien aux autorités de la transition. Le drapeau national symbolisant le patriotisme et l'engagement envers un pays lui a été remis par le président de la transition. Abdul Karim Kaba, reportage. 1600 km en 45 jours, c'est la distance parcourue par le jeune marcheur Adama Tereta. De Nouakchott, la capitale mauritanienne à Bamako, Adama Tereta témoigne ainsi de la valeur du soutien de la diaspora malienne à la transition. Soutenir la transition parce que j'aime mon pays, le Mali, c'est ce qui m'a poussé à parcourir cette distance pour la paix et l'entente dans mon pays. Le travail que les autorités de la transition sont en train de faire ne doit laisser personne indifférent. Donc, j'ai fait le trajet dans ce sens. Âgé de 32 ans, Adama Tereta est chauffeur en Mauritanie. Pour lui, aucun sacrifice n'est de trop pour son pays. C'est le moment où tout le monde doit apporter son soutien à la transition, parce que c'est dans l'entente et l'union qu'on peut tout faire. C'est l'invite que je lance à tous les Maliens. Adama Tereta a remis le drapeau national au président de la transition, symbolisant ainsi son patriotisme et son engagement à soutenir la transition. Signalons que c'est le premier Malien établi à l'extérieur à faire cet exercice. Le jeune marcheur Adama Tereta a été reçu d'abord par le Premier ministre et le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Audience à la primature, ils ont été successivement reçus le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, la présidente de la communauté rwandaise au Mali et le président de l'Union pour la sauvegarde de la République. On fait le point de ces trois rencontres avec Mohamed Kentao et Oumar Traoré. Un après-midi chargé pour le Premier ministre. Le chef de gouvernement a d'abord rencontré le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali, Fousseini Samake, et sa délégation sont venus présenter au Dr Shogel Kokala Maïga les missions, la méthodologie et les travaux déjà effectués par la commission une semaine après sa mise en place. Le Premier ministre s'est ensuite entretenu avec la délégation de la communauté rwandaise au Mali. L'objectif était de remercier le gouvernement d'avoir honoré de sa présence la cérémonie commémorative du 28e anniversaire du génocide rwandais. Ensemble, nous prospérons, qui est un thème qui incarne la valeur que notre nation rwandaise place en son peuple rwandais. Et ensemble, nous prospérons est le reflet même des 28 ans de prospérité que connaît notre pays depuis le 4 juillet 1994, qui est la journée nationale de la libération du Rwanda. La présence du gouvernement de la République du Mali, une fois de plus,
à notre invitation est le symbole fort de la solidarité et d'excellentes relations qu'entretiennent nos deux pays, le Mali et le Rwanda. La rencontre a été marquée par la remise des 2 tableaux en guise de reconnaissance au peuple malien. Le premier, symbolisant l'abondance, la réunification, la paix et la réconciliation, a été décerné au Dr Shogel Kokala Maïga. Le second, qui représente la vaillance et la bravoure, a été remis au ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. La commémoration que nous avons tenue il y a quelques mois, relativement au génocide des Tutsis, ce haut niveau de représentation et les discours tenus reflètent la qualité des relations entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État. Donc c'est des messages politiques forts que nous voulons adresser à nos deux peuples pour indiquer que notre intention au Mali, c'est de construire des relations durables, de qualité, avec le Rwanda, entre le peuple malien et le peuple rwandais, entre les chefs d'État du Mali et du Rwanda. Le premier responsable de l'administration malienne a enfin rencontré les militants et sympathisants de l'Union pour la sauvegarde de la République USR. La rencontre coïncide avec l'an 1 de la création de la formation politique. Il est important que le Mali soit respecté sur le plan international. Il est important que tout le monde soit solidaire pour que le Mali puisse encore continuer à faire le chemin. Aujourd'hui, c'est que le Mali commence à monter en puissance. Au niveau de l'aspect diplomatique, c'est que le Mali a pu nous redonner notre image, redorer l'image du Mali sur le plan international avec les Maliens de l'extérieur, et que nous pensons que le travail, ce tandem, mérite d'être encouragé. La force de cette transition, c'est que l'ensemble des Maliens aujourd'hui, dans les coins les plus éloignés, ont la même analyse de la situation politique. On est en guerre, il y a la guerre par les armes à feu au front, mais il y a la guerre de la communication. Et donc votre parti a pris toute sa place dans cette guerre-là pour que la ligne du changement s'impose. C'est ce qui nous a permis de tenir les assises nationales de la refondation. Ce n'était pas gagné d'avance. Les personnalités reçues et leurs délégations n'ont pas caché leur soutien à la transition pour faire face aux difficultés du moment. Le médiateur de la CEDEAO, le président Goodluck Jonathan, en visite au Mali, quelques semaines après la levée de l'embargo sur notre pays. Arrivé cet après-midi à Bamako, il s'est réjoui de constater certaines avancées depuis la levée de l'embargo, notamment dans le trafic aérien. Il apprécie également les efforts des autorités de la transition pour un rapide retour à l'ordre constitutionnel. Je vous invite à l'écouter au micro de Fousseini Tounkara. Je suis ici, comme vous le savez, dans le cadre de la mission de l'équipe de médiation de la CEDEAO. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le peuple malien et le gouvernement malien également pour les efforts qui sont mis en œuvre depuis quelque temps. Rien de spécial cette fois-ci. Mais comme vous le savez, après la réunion d'Accra, la conférence des chefs d'État et de gouvernement m'a mandaté de me rendre encore ici pour échanger un peu avec les autorités du Mali. À mon arrivée ici, j'ai pu constater que les activités économiques ont bien repris. Et cela doit rendre tout le peuple malien heureux. Je salue ce progrès-là qui est noté et espère que ça va se poursuivre et que bientôt les élections pourront se dérouler, les autorités démocratiquement élues pourront prendre en charge les activités du pays à la satisfaction de tout le monde et surtout à la satisfaction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et nous avons ce communiqué. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, informe les présidents des partis politiques que son Excellence Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali, honorera de sa présence les travaux de la réunion du cadre de concertation nationale prévue demain jeudi 21 juillet 2022 à partir de 15h au centre de formation des collectivités territoriales situé à Koulouba sur la route de Kati. À cette occasion, il va livrer un message aux acteurs politiques. Le ministre s'est compté sur la présence effective des présidents des partis politiques. Et nous avons ce taux de communiqué.
le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, mercredi 20 juillet 2022, Madame Daniela Crosslak, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a été reçue en audience au 10 ministères où il lui a été notifié la décision du gouvernement invitant M. Olivier Salgado, porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter, déclarant sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou le dimanche 10 juillet 2022. En plus, la demande officielle à lui adressée à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022 de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet ou, au cas contraire, de porter la rectification nécessaire dans la même forme est resté sans suite. Le ministère ne saurait passer sous silence ces agissements qui portent atteinte au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réitère sa disponibilité constante à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Le ministre de l'Urbanisme à Djola, occasion d'échanger avec les responsables de ces services régionaux, Daniel Fomba nous en dit plus. C'est en marge du lancement des épreuves du baccalauréat malien à Djola que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population avait profité de l'occasion pour visiter la direction régionale de l'urbanisme, des logements sociaux du Banico et le bureau des domaines à Fana. Au terme de cette visite, le ministre Brima Kamina s'est dit satisfait. Je suis totalement satisfait. C'est vrai que j'ai trouvé des agents qui n'ont pas tous les moyens pour travailler, surtout que les directeurs régionaux viennent d'être installés tout juste une semaine ou quelques semaines, mais ils sont dévoués. Ils sont motivés. Et il en est de même aussi ici pour Fana. Donc ça, c'est encourageant. J'ai profité de ma visite pour vérifier les registres et j'ai vu que les registres sont très bien tenus. Je ne peux que féliciter tous les cadres et tous les agents des services visités et les encourager, leur demander de continuer. Donc en faisant preuve de compétences, en faisant preuve de diligence, et aussi de loyauté. Et j'ai pu constater que les épreuves de baccalauréat ont été organisées de manière excellente. Je ne peux que féliciter toutes les autorités, à commencer par monsieur le gouverneur et tous ses collaborateurs, mais aussi les élus. Le ministre était accompagné pour l'occasion par le gouverneur des régions, Abdallah Faskoui. Suite de la mission de vulgarisation de la nouvelle loi électorale, ce soir, la commission loi du Conseil national de la transition a rencontré les autorités politiques, religieuses et coutumières de Kati, Sokona Kamisuku pour les détails. S'il y a un défi à relever pour le Mali, c'est bien l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles. Pour ce faire, une nouvelle loi électorale a été promulguée par les autorités de la transition. Amener la population malienne à avoir une large connaissance du contenu de cette nouvelle loi électorale. C'est à cela que s'attellent les membres de la commission loi du CNT. Partager et discuter et échanger avec les participants sur les innovations de cette loi électorale, sur les enjeux de cette loi électorale et surtout la finalité de cette loi électorale qui doit prendre en charge l'encadrement juridique du processus électoral de sortie de crise et de sortie de la transition, notamment l'organisation des élections marquant la fin de la transition. Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses des 37 communes du cercle de Kati adhèrent toutes à l'initiative et souhaitent que leurs contributions apportées soient prises en compte par les autorités.
On a beaucoup bénéficié, on a beaucoup compris. Tout ce que j'ai lu là, je suis vraiment consentant. Nous voulons que les membres du CNT tiennent compte de ce que les gens sont en train de dire pour enrichir davantage. Grâce aux séances d'écoute, vous avez apporté 92 amendements sur les 219 articles présentés dans le projet de loi. C'est le lieu de réaffirmer notre soutien. La création de l'organe unique de gestion des élections dénommé Autorité indépendante de gestion des élections EIGE est l'une des innovations de cette loi électorale. Cette modification permet de mettre fin à l'implication de plusieurs institutions et structures de l'État dans la gestion des élections. À compter du jeudi 21 juillet 2022, à minuit exactement, le prix des hydrocarbures connaîtra une hausse de 80 francs CFA. Le prix du litre à la pompe du supercarburant sera de 891 francs CFA, celui du gazole de 889 francs CFA. Cette hausse est liée à la conjoncture mondiale étant très défavorable avec un marché de pétrole très volatile. Des paramètres déterminants sur lesquels l'État malien ne peut agir. C'est ce que nous explique en tout cas le directeur général de l'Office national des produits pétroliers, Modibo Gouroudial, qui est interrogé par Serra Bachili. Suivant. Nous sommes dans une conjoncture défavorable depuis quelques mois. Alors, ce qui fait que les conséquences néfastes pèsent beaucoup sur notre économie. Alors donc, il faut s'ajuster. Alors c'est pourquoi l'État, en toute responsabilité, après avoir déployé tous les efforts possibles, en renonçant par exemple aux droits et taxes au cordon douanier, qui aujourd'hui sont de 1 franc 50 par litre. Contre au mois de janvier dernier, on avoisinait les 125 francs par litre. L'État s'est vu amené à augmenter encore les prix à la pompe pour compter du jeudi 21 juillet 2022 à 0 heure. Le litre du supercarburant sera vendu à 891 francs CFA et celui du gasoil sera vendu à 889 francs par litre. Alors, monsieur le directeur, c'est un stress quotidien de savoir que le prix des hydrocarbures monte au jour le jour. Quelle est l'alternative trouvée par l'État à ce niveau? Est-ce qu'il y aura une amélioration? Nul ne peut se hasarder à prédire l'avenir des marchés pétroliers. Tant ces marchés sont liés à beaucoup de facteurs géopolitiques surtout. Alors, ce qui fait que on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va arriver demain. Mais l'État quand même a pris l'engagement vis-à-vis de la population que dès qu'on va retourner vers une stabilisation des marchés par une tendance à la baisse, alors ces baisses seront reflétées sur les prix à la pompe pour permettre aux consommateurs de bénéficier de ces baisses. On peut être rassuré par rapport à l'approvisionnement correct du pays parce qu'on est en train chaque fois de nous adapter aux réalités du marché international en termes de fixation des prix à la pompe. Voilà, il faut commencer à limiter les déplacements. Direction Dakar, où séjourne une forte délégation d'opérateurs économiques maliens sur place. Ils sont à l'honneur au Forum des acteurs portiers et secteur privé. Le Mali est effectivement l'invité d'honneur du dit forum. Envoyés spéciaux, Khadijatou Kone, Abou Kone. La délégation malienne au premier rang de ce grand rendez-vous consacré à l'élaboration de la stratégie nationale portuaire du Sénégal, une journée cruciale pour l'avenir du port du pays de la Teranga. Le secteur portuaire du Sénégal rencontre certaines difficultés, à savoir les mauvais axes routiers, les tracasseries douanières, entre autres. Le temps est donc donné pour que tous les acteurs puissent jouer leur partition pour faire du port de Dakar un port compétitif et rentable. Nos ports doivent être à l'avant-garde de l'innovation numérique et technologique dans l'objectif de rentabiliser les corridors logistiques. Ils sont les outils privilégiés d'intégration et d'échanges internationaux
Ils sont les vecteurs de l'employabilité dans les métiers portuaires et logistiques. Me tournant vers vous, je vous réitère notre profonde gratitude pour votre engagement à apporter en toute responsabilité vos idées fécondes, vos suggestions et recommandations dans l'élaboration de la stratégie nationale par l'État du Sénégal. Le Mali est un partenaire stratégique du port de Dakar. C'est pourquoi la contribution des opérateurs économiques maliens est fortement sollicitée par les autorités portuaires à cette rencontre. Dans ce forum, il faut que nous ayons quand même à parler avec eux sur un problème de sécurité. Parce que la logistique aujourd'hui, c'est une sécurité. Et la peur au ventre, sachant que même demain, quelqu'un peut dire vous ne rentrez pas pour charger chez moi, est un problème. Donc ça, c'est des garanties que nous voulons avoir avec eux. Notre contribution serait de demander aux parties sénégalaises, dans les cadres de développement de logistique, que ce soit les chemins de fer, les autoroutes à péage ou les aides de parking ou les aides de repos, qu'on fasse un partenariat public-privé entre les privés sénégalais et les privés maliens, l'État sénégalais et l'État malien, pour qu'on gère ces corridors ensemble. Aujourd'hui, nous avons entre 500 et 600 camions qui font le mouvement sur ce corridor par jour, ce qui dénote encore l'importance du port du Sénégal pour les opérateurs économiques maliens qui nous sommes. La plupart des ports de la sous-région font des investissements, des plateformes logistiques sans penser au parking de stationnement pour les gros porteurs. Et ce problème se pose également à Dakar aujourd'hui avec beaucoup d'activités. Nous allons profiter de l'occasion de ce panel pour en parler et discuter avec les Sénégalais et les partenaires pour trouver des solutions au problème qui est posé aujourd'hui aux transporteurs maliens. La quasi-totalité des marchandises maliennes qui quittent Dakar passent par Caille. Il est donc important pour les responsables du port de Dakar de prendre en compte les doléances des chargeurs de la localité. Après l'embargo, le premier objectif de l'État, c'était de faire sortir le coton malien. Donc du coup, nous ne voulons pas que cela se reproduise avec le Sénégal, qui est un port stratégique, et d'intégrer dans leur stratégie comme quoi le Mali va être partie prenante de leur conseil d'administration. Donc du coup, il faut un conclave parce que c'est les textes internationaux qui nous permettent d'accéder au port en tant que pays de l'intérieur. Le port de Dakar est le moteur de l'émergence du Sénégal. Les autorités sénégalaises veulent atteindre 60 millions de tonnes d'ici à 2035 et cela avec l'accompagnement du Mali. Commémoration du 6e anniversaire de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 en Turquie. L'ambassadeur Murat a saisi l'occasion ici au Mali pour donner une conférence de presse. Saloum Konaté, reportage. Il y a 6 ans, jour pour jour, le président Recep Tayyip Erdogan échappe à une tentative de coup d'État. C'est pour commémorer ce jour historique et symbole de la démocratie que l'ambassadeur de la République de Turquie au Mali tient cette conférence de presse. L'initiative vise à rendre hommage aux milliers de personnes qui sont descendues dans les rues pour protester contre la déstabilisation du pays. Ce qui s'est passé dans la nuit terrible du 15 juillet 2016. Cette nuit-là, l'organisation terroriste Fethullahiste, qu'on dénomme FETÖ, a lancé une tentative de coup d'État sanglante contre le peuple et le gouvernement de mon pays. Leur but était d'établir un régime radical et fondamentaliste, loyal uniquement à leur chef, Fethullah Gülen. Donc, des milliers de civils sont descendus dans les rues et ils se sont mis devant les tanks et ils ont empêché les armées d'avancer. Et malheureusement, on a perdu 251 citoyens cette nuit-là. Monsieur Moura Onart a, au nom du président Recep Tayyip Erdogan, salué les autorités de la transition tout en affirmant la disponibilité de la Turquie à accompagner le Mali. La démocratie, c'est un long chemin et nous avons eu des expériences désagréables dans ce long chemin. Et donc, nous sommes prêts à partager cette expérience avec le Mali. Et donc, nous sommes prêts à aider le Mali dans ce processus. Et ça s'est vu après, quand, par exemple, la CDE a imposé les sanctions. Beaucoup de pays occidentaux ont aussi imposé des sanctions similaires. La Turquie n'a imposé aucune sanction. Tous les membres du gouvernement peuvent aller librement en Turquie sans inquiétude. Turkish Airlines, qui vole quotidiennement, alhamdulillah, à Istanbul de Bamako, n'a jamais suspendu ses vols.
Et donc nous avons été solidaires du Mali dans ce processus difficile. Ce cadre d'échange avec les hommes de médias a vu la participation des anciens ambassadeurs du Mali en Turquie. Le directeur général de l'ORTM poursuit sa visite dans la région. À Tombouctou, Alassane Baba Djombélé a échangé avec le personnel de la station régionale, les notabilités de la ville et les partenaires de l'ORTM. Un exercice qui lui a permis de parler des nouvelles politiques engagées par l'ORTM pour la réussite de sa mission de service public. Yéa Tandina, correspondance. S'imprégner des conditions de vie et de travail tout en encourageant l'équipe de la station régionale dans l'exercice de ses missions, c'est tout le sens de cette visite du directeur général de l'Office de radio et télévision du Mali à Tombouctou. Accompagné d'une forte délégation, une rencontre a été organisée avec le personnel permanent et les collaborateurs extérieurs. Toute chose qui a permis aux uns et aux autres de mesurer la portée de la mission. L'enseignement que nous tirons de ces échanges, c'est d'abord pour reconnaître que ça a été très utile. Ça a été très utile, pourquoi ? Parce que nous avons compris que beaucoup nous regardent, beaucoup se posent des questions sans pour autant avoir des réponses. Et aujourd'hui, la tournée nous a permis vraiment de donner des réponses à certaines interrogations et ça a été très très utile. Nous avons compris aussi que dans le cadre de la concurrence, il est important pour nous de penser aux tarifs. Ça, c'est des conclusions que nous tirons tout de suite. Nos interlocuteurs ont mis un accent particulier sur nos langues nationales. Il est important aussi de reconnaître aujourd'hui que toutes ces régions veulent avoir une certaine présence sur la télévision nationale. Face aux nombreux défis auxquels la structure fait face, défis liés à la refondation nationale et les élections à venir. C'est pourquoi l'hôte du jour a voulu partager avec les services techniques, la société civile et la presse la nouvelle dynamique d'une meilleure collaboration. J'avoue très sincèrement que nous avons aimé la visite et au cours de nos échanges, nous avons convergé des points de vue. Nous avons fait des propositions sur la parfaite collaboration qu'il faut souligner qu'il y a entre l'ORTM et nous, mais faire aussi des suggestions pour l'avenir. Ce faisant, les difficultés que l'ORTM rencontre quant à la prise en charge de l'ensemble de son fonctionnement nous permet vraiment de lancer un appel à l'ensemble des acteurs au développement de la région, de faire en sorte que dans l'exécution de l'ensemble de leurs projets et programmes, qu'ils prennent en compte les volets couverture médiatique par l'ORTM et que cette couverture médiatique soit prise en charge à la hauteur des choix. Auparavant, la délégation nationale avait effectué une visite de courtoisie à la notabilité de Tombouctou. Ici, des préoccupations ont été soulevées et des réponses ont été apportées par les visiteurs. Djibrila Souma Maïga est désormais le chef Songoïa. Sa cérémonie d'intronisation, c'était le 15 juillet dernier au quartier autochtone de Gadé, Sambaré Aïdara, pour les détails. Cette intronisation du chef Songoï est symboliquement marquée par le port du turban et la remise d'autres armures telles que le sabre et la sagaie. Djibrila Souma Maïga, détenteur de ces objets, est désormais le chef Songoï de Gao. Il succède ainsi à son défunt frère Moussa Souma Maïga, décédé il y a quelques mois. Moussa Souma, père son âme, et chef Songoï, depuis le 16 mai 2009, procès verbal du 12/4 mai 2009. La règle coutumière de dévotion du commandement est la ligne paternelle. Le rôle éminemment important que jouait le défunt chef Songoï dans la promotion de la paix et la cohésion sociale au Mali a été tour à tour salué par les représentants des familles fondatrices de Bamako, des Jina Dogon, des tribus Zimgad et les autres membres des délégations invitées. L'homme dont on parle, je l'ai connu. En 2014, nous avons effectué une mission à Kidal. De bons offices. Les gens de Kidal nous ont accueillis pendant 4 jours. À son jeune frère qui le succède, je donne des conseils. Un chef, sa mission c'est quoi? Même dans la loi, le chef de la commission, une mission de conciliation. C'est une symbolique forte. On espère que son intronisation va ouvrir une nouvelle ère de développement, de cohésion pour le bonheur de nos communautés. Investi chef Songoï, Djibrila Souma Maïga doit prôner la paix, la tolérance et les vivre ensemble. Au nom du ministre des Affaires religieuses, j'adresse mes remerciements à toute la communauté Songoï pour la marque de collaboration à l'endroit du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes.
Une très belle fête. Journée de réflexion et d'échange sur les questions de population et développement sous le thème « Un monde de 8 milliards vers un avenir résilient pour tous ». Fanta Mama Nientao nous explique. La célébration annuelle de la Journée mondiale de la population consacre la volonté de la communauté internationale d'attirer chaque année, à travers une problématique donnée, l'attention des gouvernements et des populations sur la nécessité d'améliorer par des investissements stratégiques et des interventions pertinentes. D'où le choix du thème de cette session qui porte sur les personnes vivant avec le handicap, une couche particulière de la population avec des besoins spécifiques. Le plan stratégique 2022 jusqu'à 2025 de UNFPA se focalise principalement sur les groupes marginalisés, y compris les femmes et les jeunes handicapés. Il promeut des droits des personnes handicapées et leurs besoins en santé sexuelle et reproductive, notamment pour les femmes et les jeunes handicapés. Cet objectif a été rendu possible grâce à la mise en œuvre du principe de l'agenda 2030 qui consiste à ne laisser personne de côté. Cette présente session constitue une belle opportunité pour mener des réflexions et effectuer des échanges sur la situation particulière des personnes vivant avec le handicap au Mali. Dans la pratique, les personnes vivant avec un handicap rencontrent de nombreuses difficultés et contraintes du fait de leur handicap dans tous les secteurs de la vie sociale et économique. Leur statut affecte leur accès aux services sociaux de base et aux opportunités économiques, contribuant à accroître leur vulnérabilité. Le gouvernement de la République du Mali reste résolument engagé pour leur cause. Cette journée a été l'occasion de rappeler la responsabilité de chacun de nous à prendre soin de la planète dans le respect des engagements pris les uns envers les autres. Remise de matériel sanitaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA à la maternité de Bérian dans la commune rurale de Danou. Cette maternité porte le nom du gouverneur de Bougouni, le général de brigade Keba Sangari, nous précise Jafar Aïdara Djibril Barayou. Sous une fine pluie, le gouverneur de la région de Bougouni, accompagné d'une forte délégation, est arrivé à Bérian, dans la commune rurale de Danou, pour la remise des équipements sanitaires à la maternité du village de Bérian, qui porte le nom du général de brigade de Keba Sankari. Ces matériels sont composés des équipements d'hygiène, des gants, des bavettes, des tables pour accouchement et une grande quantité de médicaments pour un coût de plus de 20 millions de francs CFA. Avant les grandes pluies, nous avons pu réunir le matériel indispensable pour l'opérationnalisation de cette maternité. L'accès de la route est extrêmement difficile en cette période. Et dire encore qu'au Mali, que nos mamans, nos filles, nos sœurs meurent en donnant la vie, pour moi, est inacceptable. Et le message a été compris à beaucoup de niveaux, dont je remercie les donateurs qui nous ont aidés aujourd'hui à remettre à cette maternité des équipements modernes de dernière génération. Aujourd'hui, nous pouvons sans risque se tromper de dire que nous avons joué à une petite partition de ce que nous devons faire pour l'automatisation de la femme malienne. Ce geste hautement salué par les autorités politiques et sanitaires vient à point nommé car il permettra à la structure de voler par ses propres ailes. Cet équipement médical complet pour une maternité rurale va contribuer à rehausser le plateau technique de cette maternité et à contribuer aussi à sauver des vies des femmes et des enfants qui vont naître ici. À noter que les élus locaux ont promis à contribuer à la bonne marche de cette maternité en clôturant le centre dans un bref délai. De la générosité dans ce journal, elle nous vient cette fois-ci d'un fils du pays de Caille Plateau avec l'inauguration dimanche dernier à Caille Plateau de la nouvelle maternité pour plus de 10 millions de francs CFA. Moriba Keïta nous en parle. Inaugurée ce dimanche à Caille, la cité des rails, la bâtisse de la maternité construite dans l'enceinte du CESCOM du quartier Plateau est composée d'une salle d'accouchement, d'une salle de repos, d'une salle d'attente et de 2 toilettes. Elle a été financée par Ibrahim Kébé, un natif de Caille Plateau, résident à Paris, France. Ami Diarra a été la cause, c'est elle qui l'a soufflé, comme quoi Brahma, je sais que tu fais du bien, mais le CESCOM de Plateau, vraiment il n'y a pas de maternité. Et voilà ce qui l'a motivé à venir en secours et faire cette maternité à la CESCOM de Plateau. Nous évitons tous les natifs, pas de Plateau, de Caille,
de faire comme ça. Et Caille en a. La diaspora, c'est Caille. Caille a ses fils partout. Si tous les fils de Caille en faisaient de même, je vous assure, nous ne serons pas là. Le chargé de la santé à la mairie de Caille, le chef de quartier ainsi que le personnel du CESCOM ont salué tous ce geste combien de fois important qui va non seulement atténuer la souffrance des femmes en état de grossesse, mais aussi et surtout apportera un changement aux conditions de travail des agents du CESCOM. Les gens qui ont construit cette maternité ont fait ça pour nous, car ni leurs enfants, ni leurs femmes ne fréquentaient CESCOM. Donc, donnons-nous la main pour le bonheur de Caille. Je suis très contente. Nous remercions les donataires pour ce geste, car avant, le personnel travaillait dans des conditions difficiles. Et j'invite les patients à fréquenter les CESCOM des plateaux. Notons que cette maternité flambant neuve permettra de renforcer le plateau technique du CESCOM et augmentera la fréquentation des patientes. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour, 20 juillet 2022. 2 cas positifs, 3 guéris, 0 décès et 18 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Le Hajj 2022 est complètement terminé pour les pèlerins de la filière gouvernementale qui ont tous regagné le Mali. Le 3e et dernier vol est arrivé ce mercredi à Bamako. Faisons le point avec Abdoul Fattah Sissé. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Mahamadou Kone, Mamadou Sidibé et Saïd Mohamed Lamine Diarra. On rend grâce au bon Dieu qui nous a vraiment montré ces grands jours aujourd'hui. De faire retourner l'ensemble des pèlerins maliens de la filière gouvernementale au Mali aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que le pèlerinage ça s'est très bien passé à tous les niveaux, que ce soit l'étape de la maison des Hajj, Médine, la Mecque, Mina, Arafat, Muzdalifa et encore les voyages de retour à la maison des Hajj. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'ensemble des pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont très bien arrivé à Bamako et sans problème à tous les niveaux. Et on rend grâce au bon Dieu et remercie le pèlerin et demande aussi pardon aux pèlerins parce qu'il y a eu quand même des difficultés malgré tout ce qu'on dit que ça s'est très bien passé, mais il y a eu quand même des difficultés surtout au niveau des pesées des bagages, mais au finish, alhamdulillah, Dieu nous a aidés pour finir dans les meilleures conditions. Je vais rester ici en Arabie Saoudite pendant encore 10 jours pour assister nos partenaires de la filière privée, pour les assister, les accompagner, parce qu'ils vont continuer encore leur retour jusqu'au 28. Est-ce qu'il y a des aspects que vous voudriez bien améliorer prochainement? Bien sûr, il y a beaucoup d'aspects qu'on va améliorer. Et ce qui concerne le transport aérien, même l'encadrement, même tout ce que les gens ont dit comme conditions, très bonnes conditions dans lesquelles on a fait le pèlerinage cette année, on va évaluer et améliorer sur tout côté de l'encadrement, de telle façon que vraiment le pèlerin malien soit dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Ordination de 3 nouveaux prêtres et la célébration du jubilé d'un serviteur de Dieu, soit 25 ans de vie de prêtre. La cérémonie d'ordination, un compte rendu de Brahima Kouni. L'église catholique de Koutiala est désormais dotée de nouveaux serviteurs engagés. Le père Paul Sanogo, les abbés Thomas Konaté et Émile Keita ont intégré la cour des anciens car ils ont été ordonnés prêtres. Prosternation et prestation de serment, voilà à quoi ressemble la première étape de cette cérémonie d'ordination à laquelle participent plusieurs fidèles chrétiens du diocèse de Sikasso et de la Société des missionnaires d'Afrique. La seconde étape a concerné la consécration à travers la prière des saints. Suivra la bénédiction finale au cours de laquelle l'on assiste au port des vêtements de célébration de la messe. Solennellement, les catholiques ont vécu un moment de communion du corps du Christ. Cette ordination presbytérale
rural est couronné par l'envoi des 3 nouveaux prêtres en mission. C'est ainsi que le père Paul Sanogo est désigné témoin de l'évangile au Nigeria. Quant aux 2 autres, Thomas et Émile, ils sont appelés à servir au Mali. La roue à la main, la symbolique indiquant la culture du chant de Dieu est forte et la responsabilité des ordonnés s'avère lourde. Toutefois, de la vérification de l'engagement de ces derniers par Monseigneur Jean-Baptiste Tchama, administrateur apostolique de Sikasso, il ressort que Paul, Thomas et Émile sont pétris de sagesse religieuse leur permettant de servir avec loyauté et courage. Au programme figure en bonne place la célébration du jubilé d'argent, soit 25 ans de vie de prêtre de l'abbé Jean-Baptiste Kieré. À tous ces artisans de paix, Monseigneur Jean-Baptiste Tchama a souhaité un bon et fructueux sacerdoce. Signalons que les représentants d'autres confessions religieuses, les autorités administratives et politiques de Koutiala ont assisté à ces activités religieuses. Et le préfet du cercle représentant le gouverneur de la région de Koutiala d'attirer l'attention des uns et des autres sur les efforts de dialogue, de bonne cohabitation entre les religions, leur contribution pour la paix dans notre pays. Une contribution que l'Église catholique a livrée en priant et en psalmodiant au rythme de la chorale. La 9e édition de la Nuit du Bélédougou a eu lieu ce samedi au pavillon des sports du stade Modibo Keïta de Bamako, initié par l'association Bélédougou. Cette nuit vise à promouvoir la culture du Bélédougou à travers des instruments et chansons traditionnelles. Suleiman Silibé était sur place. Après 4 ans d'arrêt des activités, l'association Bélédougou Donkan organise la 9e édition de la Nuit des Bélédougou. Organisée par les ressortissants des Bélédougou, l'initiative a pour objectif de faire la promotion de la culture des Bélédougou dans son ensemble. Nous avons initié la Nuit de Bélédougou, c'est pour promouvoir la culture de cette localité et montrer aux gens qu'il faut aimer sa culture. Nous rendons hommage aux forces armées et de sécurité du Mali qui se battent nuit et jour pour assurer notre sécurité. Moi, je suis très content. Là, c'est un appel aux autorités d'essayer de dynamiser l'action de ce genre que nous vivons ce soir. Les invités d'honneur de la soirée saluent l'initiative de l'association Bélédougou Donkan. C'est un événement que je salue très chaleureusement parce que ça montre en tout cas que la culture du Mali est diverse. La culture est en quelque sorte la carte de visite d'un homme, d'un groupe, d'une communauté ou d'un peuple. Elle est un tout complexe qui comprend toutes les connaissances, le savoir, la croyance, l'art, le droit, les valeurs morales, les traditions, les coutumes et toutes les attitudes et aptitudes acquises par un homme en tant que membre d'une société. L'association entend pérenniser cette initiative pour valoriser la culture des Bélédougou, qui est l'une des meilleures cultures du Mali. On en vient à notre pluie de cet après-midi. La ville de Bamako a été suffisamment arrosée cet après-midi, causant des inondations par endroits, comme vous pouvez le constater sur ces images. En attendant l'évacuation des eaux, la circulation restait difficile pour les usagers de la route. Voilà, quelques images que nous partageons avec vous. D'autres informations météorologiques, ça sera après ce journal avec Sewo Tamboura. Abdul Karim Kaba vous présentera le 23h. Grand merci à nos téléspectateurs de Beria et d'Anou. C'est tout pour ce journal. Bonsoir.